Bonjour et bienvenue, merci d'avoir patienté. Nous avons rencontré quelques petits problèmes techniques et voilà, nous sommes bien là pour ce dernier mardi live de l'année 2020. Merci pour votre fidélité, on est ravis de vous accueillir. J'ai le plaisir donc d'avoir à mes côtés Christelle Defoucault, notre experte en technique de recherche d'emploi, conférencière et auteure de livres. Bonjour Christelle et bienvenue parmi nous. Bonjour Karine, bonjour tout le monde. Comment vas-tu Christelle? Très bien, j'ai mis du vert, la couleur de l'espoir. Parfait, eh bien, écoute, et pour ressembler à un sapin. Aussi, effectivement, c'est un thème d'actualité. Christelle, tu nous as manqué au dernier live, hein. J'espère que tu as suivi notre dernier live. C'était très intéressant. Et merci d'être là aujourd'hui, puisqu'on va s'adresser à vous concernant effectivement un sujet d'actualité qui est la reconversion professionnelle. Un sujet qui est un petit peu dans les têtes de quasiment tous les Français en ce moment, parce que le marché est beaucoup plus instable, la crise sanitaire génère certains questionnements. Donc nous avons effectivement le plaisir de vous parler aujourd'hui de ce sujet pour vous aider à y voir plus clair. Effectivement, Christelle, on se parlait avant que l'émission démarre, on se disait que ce marché était flou, mais cela pouvait être justement une conséquence positive de la crise sanitaire et donc de se pencher sur une reconversion professionnelle. Tout à fait. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont finalement 2 points. Ce que tu dis, c'est comment étudier le marché et essayer de s'adapter au marché. Et si ça passe par une reconversion, comment s'étudier soi-même et se poser les bonnes questions par rapport à la reconversion. Et là, je voudrais alerter ceux qui nous regardent parce qu'on peut se dire « Allez, en ce moment, c'est difficile pour tout le monde, c'est difficile pour moi, je change de métier, j'envisage une reconversion. » Et je pense que c'est une erreur de partir trop vite, de la même manière qu'on va bien analyser le marché pour savoir quels sont les métiers en tension, quels sont les métiers qui recrutent, les secteurs où il y a encore beaucoup de recrutement et d'activité. On va faire cette étude du marché et souvent on oublie de faire sa propre étude et sa propre introspection personnelle. Et voilà, moi c'est vraiment le conseil que je donne, c'est posez-vous les bonnes questions, notamment si vous êtes mal en poste à l'heure actuelle, que vous êtes en poste et que vous n'êtes pas bien, essayez de savoir pourquoi vous n'êtes pas bien. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas toujours lié au métier. Ça peut être lié à une ambiance, à un manager, à des collègues, une manière de travailler qui n'est pas la bonne. Et c'est ce qu'il faut vraiment analyser, c'est est-ce que cela nécessite une reconversion ? Je peux donner un exemple ? Mais bien sûr, Christelle, on adore les exemples. Alors, une petite histoire. J'ai connu un jeune homme qui avait fait des études d'ingénieur en se spécialisant dans les textiles. Tous les textiles spécifiques pour ne pas transpirer, ne pas avoir froid, etc., bien imperméables et tout. Et donc, il s'était spécialisé dans les textiles. Et son premier job a été de rentrer dans une entreprise familiale qui s'occupait de textiles et de bâches pour les campings. Et donc, les drapeaux, les contours des mobil-homes, les bâches de tente, etc. Sauf que, comme c'était une entreprise familiale, au-delà de son métier d'ingénieur, il a commencé à faire du commercial, à aller prospecter les clients, etc. Et puis, au bout d'un moment, son métier n'était que un métier de commercial. Et au bout des 3 ans, ça s'est mal fini avec son entreprise. Il est parti en mauvais termes, ils se sont quittés fâchés, je dirais, et lui n'était pas bien. Et à ce moment-là, la personne qui l'a accompagné lui a conseillé de se reconvertir et il a fait une reconversion en tant que plombier. Et maintenant, avec le recul, je trouve que c'est dommage parce qu'il n'avait jamais fait son métier réellement d'ingénieur. Donc certes, il n'était pas bien, ça s'était mal passé, mais on ne lui avait pas donné la chance de l'exercer dans des bonnes conditions. Donc je pense qu'il faut vraiment se poser ces bonnes questions. Oui. Et puis, alors ça c'est la première question, c'est si je suis en poste et que ça ne se passe pas bien ou que je suis mal, à quoi est-ce que c'est dû ? Et puis aussi, quand on envisage une reconversion, quelle qu'elle soit, il faut se poser la question de est-ce que je vais accepter de redevenir débutant. Est-ce que je peux l'accepter déjà d'un point de vue financièrement, point de vue financier? Est-ce que c'est aller vers des salaires peu élevés au départ? Est-ce que dans ma posture, je vais l'accepter? Et là, je me tourne vers les seniors parce que quand on est senior et qu'on a un joli bagage derrière soi, beaucoup d'expérience, et qu'on va vers une reconversion, il va falloir aussi s'adapter, se dire
voilà, est-ce que je l'ai envisagé ce point-là? Parce que souvent, je ne sais pas si tu l'as remarqué Karine, ce point n'a pas été envisagé. Tout à Et fait. quand on le réalise, il est un peu trop tard, on a fait la reconversion, sa formation, on débarque sur le marché du travail et on se dit mais attends, je ne peux pas être payé ce prix-là, pas moi. Bien sûr. Voilà. Mais de toute façon, une reconversion professionnelle ne se fait pas en un mois ni même 2 mois en fait. C'est un processus qui est plutôt sur du court long terme, qui peut prendre 6 à 12 voire 24 mois si on engage une formation en fait. Donc c'est vrai que la première étape, tu le disais, c'est effectivement de se poser les bonnes questions. Effectivement, le contexte actuel, le fait que certaines personnes aient été en chômage partiel, donc ont eu le temps de réfléchir à quel est mon métier, quelles sont mes motivations, quels sont mes intérêts à exercer aujourd'hui le métier que je fais, de quoi j'ai envie demain, est-ce que j'ai envie de m'investir plus dans mon travail, d'avoir plus de responsabilités, ou au contraire avoir un équilibre vie perso, vie pro plus équilibré. En fait, voilà, je crois que tu as raison, il y a cette notion de vraiment prendre le temps et de se poser les bonnes questions pour avoir un canevas clair, et c'est ça qui va aussi permettre de garder pied, je crois, tout au long de ce processus, parce que plus on est clair avec notre objectif en fait final, plus on pourra s'appuyer dessus et être solide dans notre démarche de reconversion, parce que ça perturbe, comme je te le disais quand on préparait ensemble l'émission. Moi je dis, j'appelle ça se mettre dans la machine à laver, c'est-à-dire qu'on est dans le tambour et puis ça tourne et puis on est essoré, et puis voilà, ça part un petit peu dans tous les sens, parce qu'on se met quand même on sort de sa zone de confort quand on rentre dans une reconversion professionnelle. Donc effectivement, c'est important de se poser toutes ces questions-là. Alors, donc ça c'est la première partie qu'on va développer. La deuxième, effectivement, on va aborder avec vous la notion de quelles sont les méthodes en fait que vous pouvez appliquer, quelles sont les étapes que vous allez pouvoir réaliser pour faire votre conversion. Et puis on va aussi se parler effectivement de comment je valorise ma reconversion auprès d'un recruteur, quels sont les outils que je peux mettre à ma disposition et que je peux adapter à mon projet. Donc alors Christelle, on revient effectivement, tu l'évoquais, tu commençais à nous en parler. Voilà, l'introspection. Il y a vraiment tout ce cheminement. Voilà, il faut sauter le pas. Comment on impulse ça Alors, on peut se dire que c'est une bonne période actuellement pour ça, parce qu'on l'a répété sur différents lives. En ce moment, ce qui a de la valeur dans une période de crise et de difficulté, c'est que certains d'entre vous ont du temps. Et le temps est inestimable. Si on réfléchit, le temps, c'est ce qui a pratiquement, après la santé, le plus de valeur. Et vous avez ce temps pour justement vous poser les bonnes questions et faire cette introspection. Et il y a deux possibilités. Soit vous pouvez faire par exemple un bilan de compétences avec un professionnel, parce que quand on doit faire une introspection, même si c'est sur soi-même, on a besoin de l'aide des autres, parce qu'on n'a pas assez de recul pour sortir de soi et se dire voilà, comment je fais. Donc soit se faire aider par un professionnel, faire ce qu'on appelle un bilan de compétences officiel, bien normé, bien cadré, etc. Ou alors un bilan professionnel, un petit peu moins normé, mais qui va avec un regard extérieur. La personne va essayer de savoir, va remonter très loin, savoir quelles étaient nos envies avant qu'on fasse notre premier métier, quelles sont nos compétences, les compétences que l'on va pouvoir utiliser, transférables, qu'est-ce que l'on ne veut plus faire, qu'est-ce qu'on aimerait faire. Voilà, donc il y a le côté bilan de compétences, bilan professionnel, et si on n'a pas cette possibilité-là, se tourner vers l'entourage. Voilà, se tourner vers l'entourage proche et leur demander ce qu'ils pensent de nous, comment ils nous voient, voilà, et se poser les bonnes questions grâce au regard extérieur de l'entourage. Et puis, essayer de contacter des professionnels qui font les métiers que l'on rêverait de faire. Parce que parfois, on a une vision idéalisée d'un métier et dans la réalité, on se dit, mais au final, non, c'est pas du tout fait pour moi. Parce que c'est pas le bon salaire, parce que ce ne sont pas les bons horaires, parce que je ne serais pas capable. Mais tu sais que j'ai une petite anecdote par rapport à ça qui me revient dans mon parcours professionnel. Avant d'intégrer la Société Academy, j'étais donc consultante en recrutement et je m'interrogeais sur le métier de formateur. J'avais fait un bilan de compétences et je voulais devenir formatrice en fait. Et je suis allée justement interroger un spécialiste et il m'a montré effectivement une vision du métier que je n'avais pas. Il m'a expliqué effectivement tous les avantages bien sûr du poste, mais aussi les inconvénients et ce que ça allait générer chez moi comme sacrifice ou comme contrainte que je devrais accepter. Et ça m'a fait faire machine arrière. Donc tu as raison, c'est vrai que effectivement interroger les professionnels du métier,
c'est effectivement un moyen très pertinent de bien cerner si le poste va vous correspondre. Alors, je me permets de rebondir, si tu veux bien, Christelle, sur une première question que nous avons de Elodie, qui nous demande effectivement, en termes de méthode et surtout des interlocuteurs que l'on peut privilégier pour voir si notre projet est réaliste. Donc, tu l'évoquais, il y a effectivement les spécialistes, mais est-ce qu'en amont, il n'y a pas aussi des personnes qui peuvent accompagner aussi? Il y a aussi les CEP, je crois. Alors oui, je pense qu'il faut, quand on est en recherche, enfin, quand on est chercheur d'emploi, se tourner vers Pôle emploi déjà, Oui, parce tout à fait. qu'ils sont en mesure de vous proposer des accompagnements. Il y a, si vous bénéficiez aussi, si vous avez été par exemple licencié, vous bénéficiez de PSE, vous pouvez être accompagné par des cabinets extérieurs. Vous pouvez avoir la propre démarche vous-même de financer ou de faire financer au titre de la formation cet accompagnement. Donc, moi, ce que je vous conseille, si par exemple vous décidez de faire un bilan de compétences, c'est tout simple, hein, vous tapez sur Google, organisme, bilan de compétences près de votre ville, vous en choisissez 2 ou 3, mais surtout, moi je conseille toujours 3, rentrez en contact avec les consultants et essayez de voir si ça va matcher ou pas. Oui. Parce que comme c'est une introspection, on revient... Bon alors je peux vous en parler parce que moi j'ai été certifiée, je pratiquais des bilans de compétences et il faut vraiment avoir confiance en la personne qui est face à nous. Ça va dépendre hein, de son cœur, donc il faut écouter son cœur, il faut voir le regard qu'elle pose sur vous et il faut vous dire est-ce que durant 6-8 semaines, le temps que va durer le bilan de compétences, est-ce que je me vois me confier à cette personne? C'est un peu comme si on choisissait un psy, un médecin, voilà. Et n'hésitez pas, il n'y a aucune obligation. Vous avez la possibilité d'avoir un premier rendez-vous, un rendez-vous de contact, et il n'y a pas d'obligation. C'est votre bilan de compétences à vous, c'est votre parcours. Et si vous ne sentez pas cette confiance, rencontrez quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'ai remarqué que les bilans de compétences qui étaient ratés, entre guillemets, c'est quand il n'y avait pas eu une bonne entente entre le consultant et la personne et qu'il n'y avait pas suffisamment de confiance. Voilà, il faut être en confiance parce que vous allez être amené dans votre introspection à revenir très en arrière et parfois on en revient, je sais pas, on se pose des questions à 16 ans, qu'est-ce que je rêvais de faire? Ou à 18 ans, au moment de faire mes études, de rentrer dans un cycle de formation, est-ce que je n'avais pas un autre souhait? Donc qu'est-ce que mes parents voulaient pour moi? Est-ce que j'ai suivi ce que mes parents voulaient? Est-ce que j'ai suivi la philosophie familiale ou est-ce que j'ai été plutôt indépendant? Et toutes ces questions-là, bon, mais on n'a pas envie de les confier à n'importe qui. À n'importe qui. Alors aussi, il existe depuis effectivement la loi Avenir hein, qui a quand même révolutionné la formation avec notamment le CPF et le CPF de transition. Il y a de nombreux acteurs qui sont à votre disposition, Elodie, qui sont effectivement les conseillers en évolution professionnelle. Alors vous pouvez les retrouver au Pôle emploi, mais il y a aussi l'APEC, évidemment. Il y a aussi les anciens fonds GESIF. Et vous avez aussi, si vous êtes salarié, la possibilité de vous tourner vers l'OPCO de votre entreprise qui va pouvoir effectivement vous aider et vous orienter en tous les cas vers des interlocuteurs privilégiés. Alors, on a de nombreuses questions et merci pour ça, merci pour vos interventions. On a des questions où vraiment les témoignages, c'est de dire voilà, j'ai envie de changer de voie, mais je ne sais pas vraiment où aller. Comment j'ai envie de me reconvertir, mais je ne sais pas par quoi commencer. Hein, donc effectivement, voilà, qu'est-ce que tu peux répondre à ces questions où vraiment là la personne elle est au démarrage de sa et elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Hein, voilà. Alors c'est presque mieux de ne pas savoir parce qu'il y a 2 possibilités. Soit vous savez parce que vous en avez rêvé et vous vous dites c'est l'occasion, j'ai du temps, nous sommes en période de chaos, mais c'est en période de chaos que se passent aussi de très jolies choses. Donc j'ai toujours eu envie est-ce que ce n'est pas le moment de le faire? Donc ça c'est bien, sauf que ce que vous rêvez de faire ne correspond peut-être pas au marché et voilà, ça va être la difficulté. Soit vous avez envie de changer, après avoir bien analysé que l'envie de changer ne vient pas du métier que vous faites actuellement, mais c'est le contraire, elle ne vient pas de ce qui se passe autour, mais bien du métier que vous faites actuellement, et vous voulez changer. Donc c'est là où on en vient, et c'est ce que tu disais Karine, à la nécessité d'analyser le marché, c'est-à-dire qu'il faut partir en sens inverse et se dire quels sont les métiers qui recrutent. Soit vous avez du temps devant vous et à la limite cette question vous vous en moquez, soit si vous manquez de temps parce que ça prend c'est long hein, de faire une reconversion, autant aller vers des métiers qui recrutent. Et là, il y a plusieurs techniques. Donc vous pouvez
Regarder des offres d'emploi. Moi, je connais des gens qui se sont reconvertis grâce à ça. Ils regardent les offres d'emploi et ils sélectionnent celles qui les font rêver. Bon, ben, je me verrais bien community manager. Je regarde et tout, bah oui, finalement, ça me correspond. Je me verrais bien, comme tu le disais, formateur. Je regarde les prérequis. Ah, il va falloir beaucoup rédiger. Est-ce que j'ai envie de rédiger? J'aime bien parler, mais est-ce que j'aime rédiger? Pas nécessairement. Hop, j'abandonne. Donc, ça peut être les offres d'emploi. On peut aussi, alors moi c'est vrai que j'utilise beaucoup pour ça les réseaux sociaux et notamment LinkedIn, parce que si vous tapez dans la barre de recherche un métier complètement au hasard, comme ça vous en avez entendu parler, vous allez pouvoir tomber sur les profils qui exercent ce métier, regarder ce que les gens publient, ce qu'ils ont même dans leur profil LinkedIn pour voir ce qu'il vous manque, regarder ce qu'ils publient, quels sont leurs centres d'intérêt et faire du réseau, rentrer en contact avec eux, parce que pour découvrir un métier, je dirais que la meilleure façon, c'est d'échanger avec la personne qui pratique le métier. Avec les experts du métier. Qui, eux aussi, ont plus de temps actuellement. Aussi, en effet. C'est un des avantages d'être un peu tous confinés, voire en télétravail. On a un peu plus de temps pour échanger. Tout à fait. On a beaucoup de questions sur l'âge. Une question de se dire, finalement, est-ce qu'il y a un moment? Est-ce que c'est trop tard? Voilà, comment on se positionne par rapport à notre âge? Est-ce que l'âge doit rentrer en compte quand on est dans un processus de reconversion professionnelle? Alors, je pense que l'âge ne doit pas rentrer en compte. De toute façon, souvent, quand on est senior, c'est à ce moment-là aussi qu'on se pose des questions. Moi, j'ai eu 3 vies professionnelles, voilà, j'ai 56 ans. Je ne pense pas que l'âge puisse être pris en compte, sauf pour certains métiers. C'est-à-dire, vous voyez, je vous donnais l'exemple de cet ingénieur qui est devenu plombier. À un certain âge, c'est difficile d'être plombier. Il faut se baisser, on porte des charges lourdes, on peut avoir mal au dos. Moi, j'ai connu des gens aussi qui sont devenus couvreurs. Bon, est-ce qu'à 50 ans, quand on se reconvertit, on peut être couvreur, affronter le froid, être en hauteur, est-ce qu'on n'a pas le vertige? Enfin voilà, je dirais que l'âge ne doit être un frein que quand le métier est un métier difficile physiquement. Ça, c'est la première chose. Oui. Et l'âge peut être un frein aussi en fonction de notre vie de famille. Parce que quand on a un certain âge, on a des enfants qui font des études, on a des maisons, on a des loyers à payer, on a, on a peut-être plus de charges. Et la reconversion implique ça. Et je me permettrai vraiment d'insister là-dessus. Je ne veux pas casser le rêve de tout le monde, mais la reconversion implique d'accepter d'être débutant et d'avoir un salaire de débutant. Et est-ce que vous pouvez vous le permettre? Et c'est une vraie question, vraiment, parce que là aussi, je parle par expérience. J'ai connu des gens qui se sont mis en difficulté financière et personnelle pour avoir fait la reconversion vers le métier de leur rêve et revenir à leur ancien métier parce que financièrement, ils ne pouvaient pas continuer. Mais tout à l'heure, quand tu disais les bonnes questions à se poser, il y a évidemment les questions à se poser sur les compétences, sur ce qu'on a envie de réaliser comme mission, comme tâche, comme responsabilité, mais il y a aussi effectivement la vie personnelle et nos intérêts propres, nos motivations propres et notre vie, effectivement, ce que tu disais, quelles sont les charges que nous avons à supporter. Est-ce que voilà, nous avons des enfants? Est-ce que nous avons des loyers? Ou alors, au contraire, nous sommes totalement libres de toute contrainte. Donc ça fait partie aussi, à mon sens, d'une ligne directrice qu'il faut effectivement s'établir dès le départ avant de rentrer dans le processus de reconversion. Et il y en a une autre, oui. J'y pense, c'est, puisqu'on parlait de la notion de l'âge, obligatoirement quand on a 40 ans ou 50 ans et qu'on a une vie professionnelle riche derrière soi, on a pu être amené par exemple à manager, on a pu être amené à prendre des décisions en autonomie. La reconversion implique que l'on accepte de redevenir étudiant, même si c'est une courte reconversion ou alors si c'est une plus longue, étudiant. Et surtout, ça veut dire accepter d'être débutant quand on redémarre dans un poste et d'accepter d'être managé par des gens qui pourraient être nos enfants. Eh oui. Voilà. Est-ce qu'on est tous prêts à ça? Tout à fait. C'est important de se le dire parce qu'effectivement, on va se mettre dans une position, ou en tous les cas, il faut accepter d'une manière totale en fait, cette nouvelle posture que l'on va avoir au sein d'une entreprise. Une personne nous demande comment elle pourrait anticiper une baisse de revenus. Là, ça serait effectivement peut-être une étude des postes et des métiers pour pouvoir identifier les revenus
Oui, alors prévisible. les offres d'emploi, quand les recruteurs acceptent de donner les rémunérations, voire également dans les études, même Google peut servir quand il ne plante pas, peut servir pour faire une analyse en disant salaire de débutant à tel poste, et surtout quand vous avez la possibilité de rentrer en contact via le réseau avec des gens qui pratiquent ce métier, ne pas hésiter à leur demander quel est le salaire de débutant. J'insiste vraiment parce que j'ai vu tellement de gens déçus. Alors le problème, ce n'est pas d'être déçu à l'heure actuelle quand vous vous posez ces questions. Le problème, c'est d'être déçu une fois que vous avez fait tout ce parcours de reconversion, que ça a pris beaucoup de temps, que vous rentrez dans une entreprise ou que vous essayez de rentrer dans une entreprise, et là, douche froide. Donc, anticipez-le avant. Et attention, parce que moi j'ai aussi des gens qui me disent oui, mais moi avec mon parcours, mon niveau, tout ce que j'ai fait avant, je vais me reconvertir mais très vite, je vais pouvoir évoluer, manager des équipes, etc. Ça, c'est une vision idéalisée. C'est ce qu'on aimerait et c'est ce que je vous souhaite, mais il faut penser à celui qui va vous embaucher. Celui qui va vous embaucher, vous êtes un junior, même si vous êtes senior. Vous pouvez être un junior senior dans un poste. Tout à fait. Je rebondis donc, sur les questions, Oui, je t'en prie, Christelle. allez-y. Alors, Nabahat nous demande, est-ce que c'est judicieux de se lancer en 2021 dans ce contexte ? Alors, moi, je dirais oui, en fait. Je dirais qu'à partir du moment où on a un projet, un objectif, s'il est effectivement réalisable et réaliste par rapport à un marché, tu l'évoquais, il faut aussi identifier le marché. Il ne faut pas se créer non plus des frustrations supplémentaires sur un métier qui ne va pas recruter. Donc, étudier les tendances, étudier le marché. Voilà, qu'est-ce que tu veux rajouter, Christelle ? Je te rejoins complètement. Au contraire, non, c'est le moment. Parce qu'on a du temps et puis parce que tout le marché, on en parlait tout à l'heure en off, est bouleversé. Oui. Alors déjà, le marché de l'emploi allait être bouleversé par l'arrivée de l'intelligence artificielle, du digital, les métiers qui vont évoluer très très vite, on va être remplacé par des robots, nous-mêmes nous allons devoir manager des robots, enfin les métiers vont évoluer très vite, donc déjà il y avait cette agilité qui était demandée, mais là encore une fois j'utilise le mot de chaos, mais c'est un chaos positif, c'est d'autant plus l'occasion. Mais attention à coller avec la réalité. C'est-à-dire que si vous avez toujours rêvé d'être dans l'événementiel, réfléchissez un petit peu. Alors attention, je ne veux pas dire que l'événementiel ne repartira pas, mais voilà, quand est-ce que ça repartira, dans quel contexte et tout, voilà, c'est plus compliqué, je dirais. La même chose pour le tourisme. Voilà, si vous devez vous reconvertir, choisissez plutôt un métier qui recrute à l'heure actuelle. Moi, je pense que ça peut être un bon indicateur. Et aussi, j'ai envie de rebondir sur le fait que, effectivement, le contexte est compliqué, on va pas se leurrer, il y a des secteurs qui souffrent énormément, mais cela dit, je crois aussi que vous devez ne pas vous laisser embarquer, en tous les cas le plus possible, ne pas vous laisser embarquer par cette ambiance générale et par cette peur qui peut vous figer en fait. Je vous donne un exemple actuellement, nous sommes en process de recrutement, nous avons des postes à pourvoir au sein de notre entité Talentis Horizon et nous avons constaté que les candidats sont frileux et n'arrivent pas à se positionner ou en tous les cas se remettent en question alors qu'ils ont les compétences que nous recherchons. Nous leur proposons un poste, mais non, ils sont dans une phase d'interrogation parce qu'on sent une peur, on sent effectivement une interrogation. Donc, restez focus sur votre objectif. Si vous avez un objectif, ça prendra peut-être un peu plus de temps de trouver effectivement un emploi parce que le marché est un petit peu plus tendu, mais si vous gardez votre objectif et si vous avez défini les étapes et que c'est clair pour vous, que c'est aligné, vous y arriverez forcément, quel que soit le contexte. Et nous le disions aussi en off, la reconversion professionnelle, déjà, elle n'est pas obligatoirement complète, elle peut être partielle, elle peut être simplement, j'ajoute des compétences aussi à ce que j'ai déjà pour pouvoir m'orienter petit à petit vers un poste. Et puis aussi, elle est, elle est continue à la reconversion parce que, on en parlait avec Christelle juste avant, il y a, je ne sais pas combien de métiers, je crois que c'est 50% de métiers qui n'existent pas aujourd'hui, qui vont exister dans les années à venir. Donc, on sera, nous tous, obligés de nous reconvertir. Donc, oui, quel que soit le moment, gardez votre objectif en tête, Nabahat. Et cette peur, je te rejoins sur cette notion de peur, nous la connaissons tous. Cette peur nous paralyse. Elle nous empêche de nous projeter actuellement parce que on ne sait pas où on va aller, on ne sait pas deuxième, troisième confinement. Enfin, voilà, on se pose tous vraiment des questions. Ce qui doit vous rassurer, c'est que cette peur, nous la vivons tous.
que ce soit les managers, que ce soit les recruteurs, tout le monde connaît cette peur. Il faut transformer cette peur en force en vous disant, certes j'ai peur, je ne sais pas ce qui va se passer, mais rappelez-vous encore une fois que vous avez du temps et que tout est en bouleversement. Et c'est quand tout est en bouleversement que l'on peut aussi faire de belles choses et justement aller vers des jolis projets de reconversion. Donc je pense que c'est vraiment, pour le coup, une période hyper propice. Et puis, il y a des choses qui se font en télétravail. Et puis, même les recruteurs sont eux-mêmes en télétravail. Ils vont vous recruter en visioconférence. Enfin, tout est complètement chamboulé et bouleversé. Donc, c'est le moment d'y aller. Après, ça sera presque un petit peu trop tard. Je pense que ceux qui auront réussi à saisir cette vague qui est en train de nous... non pas nous submerger, mais qui nous arrive dessus, ceux qui auront réussi à ne pas être submergés, mais au contraire à surfer sur cette vague et à partir à glisser et pour aller vers leur projet. Je pense que ceux-là marqueront le coup. J'aime beaucoup l'image du surf sur la vague. Voilà, glisser. Et tu vois, Maxime nous dit, que pensez-vous de créer son entreprise pour créer son propre emploi? Comment devenir son propre patron? Mais j'ai envie de dire, mais si vous avez un projet, mais foncez, allez-y. C'est génial, au contraire, d'avoir un projet de construction d'entreprise. La reconversion peut passer, ça peut être ça, hein, on n'est pas nécessairement salarié et on va d'ailleurs arriver vers une autre manière aussi de travailler dans les entreprises avec beaucoup plus de gens qui ne seront pas salariés mais qui seront indépendants et qui travailleront ensemble sur des projets communs. Donc pourquoi pas. Je voudrais apporter une petite nuance par rapport à la création d'entreprise. J'apporte une nuance vis-à-vis de tous ceux qui sont en poste actuellement. Attention quand même, si vous êtes en poste actuellement, à ne pas à évaluer la prise de risque. Voilà, c'est-à-dire que vous avez un projet, vous voulez vous lancer. En temps de crise, ça peut être un peu plus compliqué, un peu plus long sur une création d'entreprise. Si vous êtes en poste, vous êtes quand même en situation de confort. Donc ça n'empêche pas en parallèle, bien monter le projet, mais posez-vous encore une fois les bonnes questions et qui concernent votre vie personnelle. Est-ce que vous avez l'assise financière et personnelle, je dirais, pour pouvoir vous lancer dans un projet de création? Parce que ça aussi, j'ai vu des personnes lâcher un job en se disant j'y vais, je fonce, et être en difficulté, surtout maintenant, parce qu'ils ont voulu ouvrir un restaurant ou une salle de spectacle ou racheter un cinéma, enfin bon. Donc, je mettrai un petit bémol par rapport au projet de création quand on est en emploi. Par contre, quand on est en recherche d'emploi, là, de toute façon, il faut foncer. Mais tout à fait, Christelle, c'est clair qu'il faut effectivement rester prudent tout en s'appuyant sur des données factuelles et sur des données qu'on va pouvoir trouver. Parce que Hélène nous dit, c'est vrai qu'il est difficile en cette période de faire des journées d'immersion. En effet, c'est beaucoup plus compliqué dans ce contexte sanitaire d'accueillir des personnes. Donc, comment faire pour choisir la bonne formation ou la bonne reconversion ? Est-ce que tu peux ajouter des astuces, Christelle, à ça? Alors, je ne sais pas si ce sont des astuces, mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, en effet, l'immersion est impossible à l'heure actuelle. Mais par contre, s'immerger au travers d'une conversation, d'un échange téléphonique ou d'un échange en visioconférence avec quelqu'un, je dirais que c'est top. Rapprochez-vous aussi des centres de formation. Parce que discuter avec des conseillers, comme c'est le cas chez Academy, vous appelez un conseiller et là, entre guillemets, il va vous conseiller et il va vous parler d'un métier. Tu parlais tout à l'heure du métier de formateur. Moi, j'ai vu des conseillers, justement, par rapport à ce métier, bien préciser, bien dire, attention, vous voulez être formateur, sachez que c'est un métier où il n'y a pas nécessairement beaucoup d'embauches. Vous allez peut-être devoir être indépendant, formateur indépendant. Est-ce que vous avez évalué ça? On va vous dire justement, il va falloir créer des contenus pédagogiques. Vous êtes à l'aise à l'oral. Est-ce que vous vous sentez d'écrire réellement des contenus pédagogiques? Ou alors au contraire, vous êtes bon, vous avez envie de transmettre votre savoir. Est-ce que vous êtes capable de gérer, vous vous sentez capable de gérer une salle avec des gens plus âgés que vous, avec des gens qui peuvent être parfois virulents, qui peuvent vous attaquer. Voilà, ils vont les conseiller en orientation sur ces sujets-là qui font partie des écoles, des centres de formation, je dirais que sont presque les premiers à contacter, selon moi.
Tout à fait. Et alors justement, ce que l'on peut vous proposer chez Icademy, c'est une plateforme qui s'intitule Capsule de compétences, où vous avez la possibilité de naviguer sur des thématiques, en fait, sur des courtes vidéos qui vont vous donner des notions et des connaissances sur une thématique. Par exemple, vous avez envie de vous réorienter vers les RH, par exemple, vous pouvez cliquer sur des capsules et donc découvrir au travers de ces vidéos d'enseignement le métier, en fait, que vous pourriez être amené à faire. Donc n'hésitez pas à aller visiter notre plateforme Capsule de compétences. Agathe pourra effectivement vous envoyer le lien par la suite. Et alors justement, moi ce que je voudrais rajouter par rapport à cette notion d'analyse, aujourd'hui, c'est vrai que quand Google fonctionne, on a la possibilité de trouver énormément d'informations. Si vous allez sur les sites carrières des entreprises, parce que vous pouvez très bien aussi partir de votre projet de reconversion par rapport à une entreprise et voir les postes qu'elle propose, et bien regarder, analyser une fiche de poste, une fiche de fonction, ça peut vous donner aussi des idées précises s'il n'y a pas d'offre d'emploi actuellement sur le poste que vous recherchez. Hein, donc vraiment, vous avez à votre disposition sur Internet, en fouillant un maximum, en étant très curieux, en tapant des mots-clés, de pouvoir trouver énormément d'informations pour structurer, construire votre projet. Et après, effectivement, vous orienter vers un centre de formation pour construire le comment, hein, donc le cheminement, et ça vous permettra aussi d'identifier dans quel délai vous allez pouvoir vous reconvertir. Si vous vous engagez sur une formation sur 3 mois ou sur 12 mois, ce n'est pas le même temps de formation, ce n'est pas le même moment pour vous insérer dans l'emploi sur votre nouveau métier. Donc ça aussi, c'est effectivement à prendre en considération. Et oui, et tu as raison Christelle, il est vrai que chez Icademy, nous avons effectivement la chance d'accompagner de nombreuses personnes en projet de reconversion et on les remercie pour leur confiance. Alors, très bien, on a parlé effectivement de la veille du marché, on a parlé des fiches de poste, etc. LinkedIn, on en a parlé, mais pas assez, je trouve, à mon goût, Christelle. Pourtant. Alors, moi, je trouve que LinkedIn, c'est un terrain de jeu pour ça. Vraiment, parce que si une entreprise, parce que quand vous n'avez pas d'idée sur un métier, il y a peut-être des entreprises qui vous font rêver. Donc, vous tapez dans la barre de recherche l'entreprise qui vous fait rêver et vous allez avoir le nombre de membres de cette entreprise qui sont sur LinkedIn et vous allez avoir accès à la page d'entreprise, voir ce qu'elle partage, etc. Donc, il y a du contenu qui est apporté. Par rapport au métier, il vous suffit même, alors là, c'est pas LinkedIn, mais sur Google, de taper fiche métier ONICEP. Il y a tout le métier qui est décrit avec ce qui est demandé. De formation les filières, pas de filières, les compétences, pas de compétences transférables, etc. Donc voilà, et LinkedIn, c'est la même chose. LinkedIn, l'avantage, c'est que vous pouvez rentrer en contact avec de vrais gens. En plus des centres de formation, c'est des gens qui font ce métier. Donc, au-delà des fiches métiers, vous avez une vision. Vous avez une vision grâce aux offres d'emploi, on l'a dit. L'idéal, c'est d'avoir une vision par rapport à la personne qui pratique ce métier. Donc, on le rappelle, quand vous rentrez en contact avec quelqu'un sur LinkedIn, ne demandez pas tout de suite quelque chose. Essayez de trouver une petite phrase d'accroche qui permette de la mise en relation parce que la personne va se dire « Oh là là, il va falloir que je passe du temps et tout ». Donc, voilà, parlez-lui d'elle d'abord, dites-lui j'ai beaucoup apprécié votre commentaire sur tel poste, j'ai beaucoup apprécié votre publication sur tel poste, etc. Puis vous rentrez en contact et là vous essayez d'échanger. Surtout ne lui dites pas je cherche un job, hein. Dites-lui juste voilà je m'intéresse à votre métier, est-ce qu'on pourrait en parler. Faites attention à tout ce qui est rendez-vous téléphonique parce que les gens n'ont pas beaucoup de temps. Donc restez d'abord en contact en MP, voire en mail, et puis si le rendez-vous téléphonique est proposé, tant mieux, mais ne l'imposez pas tout de suite parce que j'imagine que si toi ça t'est arrivé Karine et que tu as 10 personnes par jour qui te demandent un rendez-vous téléphonique pour parler de ton métier, tu ne seras pas disponible. Par contre, envoyer un petit message ou un lien pour aider les gens, ça tu pourras le faire. Oui. Donc attention à la demande, c'est-à-dire que vous avez du temps, vous ne connaissez pas le temps de l'interlocuteur en face et le temps qu'il peut vous consacrer. Et j'ajouterais aussi qu'il faut expliquer tout de suite l'objectif en fait de la démarche, qu'elle soit très claire et précise pour que votre interlocuteur comprenne en fait vraiment, s'il est en capacité déjà aussi de vous aider et puis surtout que ce soit clair. Ça m'est arrivé récemment, une personne m'a contactée. J'ai pas compris en fait l'objet, pourquoi elle avait besoin de mon témoignage et du coup je n'ai pas donné suite. Pourtant j'essaye toujours d'être présente, mais vous voyez, vu que ça m'a pas paru clair et que j'ai pas compris,
Ben voilà, je me suis arrêtée là. Donc, Voilà, il faut être assez clair et oui. pas trop tout de suite. Oui. On attend un petit peu, mais après on est assez clair dans la demande. Tu parlais de l'utilisation de LinkedIn, ça peut être aussi, vous tapez dans la barre de recherche le mot tout simplement reconversion ou hashtag reconversion. Et vous voyez tout ce qui a été publié ces derniers temps sur la reconversion. Donc ça peut être des articles, cela peut être des posts. Et ce qui va, entre guillemets, pouvoir vous intriguer ou vous intéresser, c'est de regarder les commentaires. Qu'est-ce qu'ont mis les gens? Est-ce que il y a peut-être des gens qui sont eux-mêmes en reconversion avec qui vous pourrez rentrer en contact et puis partager l'information que vous avez trouvée. Voilà, moi j'essaierai de fonctionner aussi par mots-clés, reconversion, pourquoi pas, voir ce que ça donne. Voir ce qui ressort. Et il existe peut-être des groupes de personnes, justement, de reconvertis, si je peux dire, qui peuvent témoigner et exprimer effectivement leur expérience. Je suis sûre que ça existe. Je suis sûre qu'il y a des gens qui se retrouvent sur des groupes. En groupe. Et puis surtout, comme vous avez encore une fois du temps, naviguez dans les commentaires. Les commentaires sont très précieux et vous allez voir ceux qui parlent de reconversion parce que c'est leur métier, qu'ils accompagnent la reconversion. Vous allez voir ceux qui sont eux-mêmes en questionnement et vous pouvez avoir les mêmes questionnements. Ils sont peut-être plus avancés que vous. Il y a beaucoup de richesse à la fois dans le contenu de ce qui est partagé, mais dans les interactions en commentaire qui sont sur LinkedIn. Oui. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, lancer un sondage. Vous pouvez vous lancer, faire un petit post. Il y a la fonction sondage sur LinkedIn. Et vous, la reconversion, qu'en pensez-vous à 40 ans? Si vous étiez comme moi, je ne sais pas, ingénieur, est-ce que ça vous semblerait une bonne idée de vous reconvertir en plombier? Bon, bah, pourquoi pas? Et voir ce que ça enclenche derrière. Est-ce que les gens vont vous aider? Ou vous pouvez même faire un sondage pour vous reconvertir. Quelles seraient les premières actions que vous mèneriez? Et puis vous mettez 1, 2, 3 actions et vous voyez si les gens interagissent et viennent vous aider. Alors justement par rapport à ça, j'ai envie de rebondir. On a des témoignages où on nous dit mais comment garder le moral quand mon entourage ne me soutient pas dans mon projet de reconversion? Effectivement, ça peut arriver. Ça peut arriver que votre entourage ne comprenne pas votre choix ou même professionnellement, on ne comprenne pas. L'essentiel, à mon sens, c'est de vraiment garder encore une fois votre objectif. D'aligner effectivement vos étapes avec votre objectif. Si vous êtes persuadé que c'est ça votre choix, votre réalisation future, personne ne peut vous faire douter. Mais c'est vrai que c'est mieux quand on a le soutien de ses proches. Voilà. Après, ça peut arriver que les personnes ne comprennent pas notre choix de reconversion. Alors j'ai envie de vous dire, je ne sais pas si ça va vous redonner le moral, mais n'écoutez jamais votre entourage. On conseille ça notamment en recherche d'emploi, n'écoutez pas vos proches. Alors ça ne veut pas dire que vos proches n'ont pas de bonnes idées, mais vos proches vous aiment. Bien sûr. Et donc vos proches s'inquiètent pour vous. Donc je le dis à ceux qui ont encore la chance d'avoir leurs parents, ne parlez jamais de projet de reconversion à vos parents. Parce que tout de suite, ils vont se dire « Oh là là, mais tu prends des risques ». Et puis, ils ne connaissent pas non plus nécessairement la réalité du marché. Et vos très proches, c'est pareil. Comme ils vous aiment, ils s'inquiètent pour vous, ils ont envie que vous réussissiez. Et ce ne sont pas des bons conseillers. Le seul moment où il faut écouter ses très proches, c'est que justement par rapport à votre situation personnelle et familiale. C'est-à-dire voir quels sont les risques par rapport à mon conjoint, voilà, par rapport à notre situation familiale. Quel risque je prends? Est-ce que j'accepte ou pas? Mais l'entourage global, ne les écoutez pas. Vraiment, c'est comme en recherche d'emploi. Allez plutôt vers des gens extérieurs et puis des professionnels. Moi, j'insiste sur les conseillers dans les centres de formation. Donc, conseillers académie, allez-y. Vraiment, j'insiste parce qu'ils voient tellement de personnes. Ils sont tellement au courant de leur formation. Ils voient tellement de gens qui sont habitués à faire matcher. Et tout de suite, ils vous diront, non, parce que leur intérêt, ce n'est pas de faire du business. Leur intérêt, c'est de trouver des gens et que ça fonctionne. Donc, ils vous diront tout de suite, ça va fonctionner ou ne pas fonctionner. Alors, je voudrais préciser une petite chose parce qu'on ne l'a pas dit, Karine. Enfin, si tu l'as un peu dit, une reconversion ne nécessite pas nécessairement de formation. Et ça aussi, c'est l'étude du marché et le fait d'échanger avec des personnes qui va nous permettre de l'évaluer. Si je peux donner mon propre exemple. Pardon, si je peux donner mon propre exemple. Moi, j'ai travaillé dans la fonction commerciale, dans les télécoms. J'ai eu une carrière télécom, marketing, etc. Une coupure de vie parce qu'une expatriation à l'étranger. Et puis, quand je suis revenue de l'étranger, c'est à ce moment-là que je suis devenue recruteur.
Je n'ai pas suivi de formation pour devenir recruteur. Pourtant, c'est une reconversion. Mon dernier poste avant d'être recruteur, c'était de la direction de projet. Et voilà. Mais pourquoi est-ce que j'ai réussi à être recruteur? Parce qu'en fait, je suis rentrée dans un cabinet qui recrutait des commerciaux et j'étais une ancienne commerciale. Et donc, mon futur manager m'a donné sa chance et je l'en remercie. Mon futur manager s'est dit que certes, je ne connaissais pas le métier de recrutement, mais je connaissais très bien la fonction commerciale. Je connaissais très bien ce que impliquait le métier de commercial. Et donc, en me donnant des tips, des trucs et astuces et en me formant lui-même à la manière de questionner et au métier finalement de recruteur, il s'est dit, je ne me plante pas trop parce que cette personne-là sait ce qu'elle va faire et sait quel type de profil elle va recruter. Donc là, je suis en train de meubler le silence pendant que Karine est en train de s'étouffer et qu'on essaye de la réanimer. Voilà, donc c'était pour vous dire que regardez ça aussi. De quel métier vous venez, de quel secteur, et votre connaissance d'un secteur peut être un atout pour aller vers un métier. De la même manière, je prends toujours mon propre expérience pendant qu'elle continue à s'étouffer, de la même manière, je me suis reconvertie d'une certaine façon parce que j'ai été recruteur et à un moment, je suis devenue consultante en outplacement. Je ne venais pas de la fonction RH et moi, j'ai fait des études de commerce. Sauf que j'ai pu être consultante en accompagnement parce que j'étais une ancienne recruteuse et je connaissais le métier du recrutement et j'allais pouvoir accompagner les chercheurs d'emploi vers l'emploi parce que je savais comment penser, ce que regardaient les recruteurs, etc. Donc c'est pour ça, les reconversions, attention, ne nécessitent pas nécessairement des formations. D'où l'intérêt de se renseigner sur le marché. Tout à fait. Merci Christelle d'avoir meublé le temps que je m'étouffais. C'était comme pour la première de l'année, la dernière de l'année. Voilà, c'est le même schéma. Alors, justement, je voudrais rebondir par rapport à ce que tu dis. Effectivement, aujourd'hui, les diplômes, les titres RNCP sont accessible par bloc de compétences en fait, et c'est aussi une de nos spécialités chez Academy. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait effectivement choisir de compléter encore une fois vos compétences, votre expertise ou découvrir une thématique complémentaire. J'ai le cas par exemple d'une amie que j'accompagne dans son projet de formation qui est responsable d'une agence de travail temporaire et qui a décidé de développer ses capacités en communication et donc fait effectivement un module sur la communication digitale, etc. Donc aujourd'hui, il y a vraiment de nombreuses possibilités. Le marché de la formation c'est totalement ouvert. Et donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de se reconvertir. Et tu sais quoi, je pensais à quelque chose aussi, Christelle. Il est possible aussi de se reconvertir dans sa propre entreprise. Je vais vous donner un exemple. Agathe travaillait avec moi chez Talentis Horizon, figurez-vous. Elle était chargée de recrutement au sein de mon équipe. Et puis un jour, elle me dit... Eh bien, Karine, j'ai envie de faire de la communication. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle est community manager au sein du groupe Academy. Je crois qu'elle est contente, je crois qu'elle est épanouie. Donc voilà, donc je voulais juste faire un petit clin d'œil à Agathe, puisqu'en plus, c'est son anniversaire aujourd'hui, pour la féliciter, parce qu'elle a pris en main sa reconversion professionnelle avec brio. Et donc, voilà. Donc, merci à elle. Joyeux anniversaire, Agathe. Alors, on va continuer. On avait effectivement de nombreuses questions. Donc, au sujet, effectivement, voilà, à quel moment je peux démarrer ma reconversion. On nous demande, est-ce qu'on peut garder son poste actuel et démarrer sa reconversion ? Alors oui, alors Comment tu le vois les disais choses tout à l'heure, c'est la grande chance que nous avons à l'heure actuelle, ce sont tous ces centres de formation qui proposent des formations en e-learning. Avec il y a longtemps, enfin à mon époque, ce n'était qu'en présentiel et donc c'était hyper difficile de se reconvertir, de se former tant qu'on était en poste. Il fallait avoir l'accord de son entreprise, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce que comme on peut le faire à distance, on peut le faire en rentrant chez soi le soir, on peut le faire pendant ces week-ends, on peut le faire pendant des vacances, on peut justement fonctionner par bloc de modules. Donc oui, et puis je te rejoins Karine, n'hésitez pas à aller en discuter avec votre employeur, avec le service RH. Parfois, quand on n'est pas bien à un poste, comme on n'est pas bien, on voit de façon négative tout. Son manager, ses collègues, son service, et puis on monte plus haut son entreprise, le groupe, les RH et tout. Alors que le problème vient peut-être juste du manager.
juste de nous-mêmes, juste de pourquoi pas notre métier. Et c'est toujours intéressant d'aller discuter avec les RH, de faire un point avec tous les services qui s'occupent de l'évolution professionnelle dans les entreprises, faire savoir que vous avez envie d'évoluer. Est-ce que ça va nécessiter d'acquérir des blocs de compétences à distance ou pas? Est-ce que ça nécessite tout simplement de suivre en binôme quelqu'un? Des entreprises peuvent le proposer aussi. Voilà, tenter des choses. Alors là, moi, j'ai pas tu sais, ton image de la machine à laver, mais je dis toujours, tentez, osez, vous ne risquez rien. Juste qu'on vous dise non. Voilà, c'est positif, il faut l'accepter. La machine à laver, parce qu'on ressort tout propre, tout beau. Tout propre, plus blanc que blanc, voilà, on sent bon et on a laissé tout ce qui est négatif derrière nous. Exactement. Voilà, je voulais revenir effectivement aux questions. Alors, on avait encore des questions sur l'âge. Voilà, comment est perçue la démarche de reconversion d'un senior, Marion nous demandait. Voilà, j'essaie vraiment de répondre à toutes vos questions. Elles sont nombreuses. Voilà, on y a répondu un petit peu précédemment sur la reconversion d'un senior. Comment elle est perçue? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Christine? Elle est bien perçue, pour peu que vous la vendiez bien. Et donc, ça peut nous amener à notre troisième partie aussi, qui est cette notion d'outil. Oui. C'est-à-dire que si, dans votre CV, vous êtes un senior avec une jolie expérience et que vous nous faites un CV de 2, voire de 3 pages, avec toute votre vie d'avant la reconversion, elle ne sera pas bien perçue par le recruteur. Parce que le recruteur va se dire, je prends un débutant, mais qui a tout ce passé passif, et c'est un senior, il va être plus cher, il ne va pas s'adapter, il ne sera pas facilement manageable, managé par des jeunes, etc. Donc, ça va venir de vous aussi. C'est-à-dire, faites attention aux outils que vous allez mettre en place. Quand je parle d'outils, c'est le CV, donc l'adapter et le rendre un peu débutant. Même si vous pouvez rajouter toutes vos compétences, par contre, qui vont être utiles, et surtout valoriser dans chacun des postes ce qui a un intérêt pour le poste pour lequel vous vous reconvertissez, mais ne pas tout mettre. Vous voyez, si je reprends l'expérience mon expérience, si j'avais dû faire un CV pour un poste de recruteur, 2 commerciaux, j'aurais vraiment réduit toute mon expérience d'avant et insisté sur le côté commercial, par exemple, ou les petites missions que j'avais pu avoir avant de recrutement. Mais j'aurais enlevé toute la partie managériale parce que je n'avais pas de management à faire. Il faut accepter. Ça, c'est très dur et je vous parle en tant que senior. Il faut accepter, surtout quand on a une jolie carrière, de ne pas tout dire sur un CV. De toute façon, en règle générale, c'est ça, mais surtout en reconversion. Et dans les outils, on parle du mail de motivation. Là aussi, attention, ne racontez pas toute votre life. Pourquoi est-ce que vous avez fait cette reconversion, blablabla. Non, c'est voilà qui vous êtes actuellement, voilà ce que vous proposez. Et le fait d'avoir eu d'autres métiers avant rajoute ça à votre profil. Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous êtes débutant, mais vous avez d'autres compétences qui vont intéresser le recruteur pour après. Mais il faut les distiller. Et on en revient à un autre outil qui est le pitch. Pareil, si quand le recruteur vous demande de vous présenter que vous êtes senior et que vous lui racontez toute votre vie depuis le début jusqu'au moment où vous vous êtes reconverti, soit il s'est endormi, soit il est parti, mais en tout cas, en effet, là, il va avoir peur du senior. Tout à fait. Et je rebondirai aussi sur le fait qu'à partir du moment où vous êtes dans cette étape, ça y est, la formation ou pas a été réalisée, vous avez donc fait votre CV, vous êtes en recherche d'emploi dans votre nouveau métier, il faut que vous soyez prêt. Il faut que vous rassuriez effectivement votre interlocuteur. Donc il faut anticiper toutes les objections en fait et tous les freins qu'un recruteur pourrait évoquer avec vous et faire un petit peu l'avocat du diable avec vous-même finalement et se poser toutes les questions qu'un recruteur pourrait vous poser parce qu'il va avoir besoin d'être rassuré en fait. Moi je dis toujours à une personne qui se reconvertit qu'elle est à mon sens d'autant plus motivée et pertinente parce que elle est dans une démarche très construite, très définie.
une personne qui se reconvertit, elle a tout à donner et tout à jouer. Elle a pris un risque. Donc en fait, il faut le verbaliser à mon sens auprès d'un recruteur pour lui expliquer que si vous êtes là à ce moment-là, c'est parce que vous avez fait un cheminement, vous vous êtes posé les bonnes questions, vous avez construit votre conversion et aujourd'hui, vous voulez réaliser ce métier. Donc voilà, il faut être clair avec votre objectif. Il y avait une question aussi, voilà, bon, Tiffany qui nous dit est-ce qu'il vaut mieux retirer des expériences du CV? Donc oui, effectivement, Alors, on peut en ce enlever. n'est pas retiré. D'accord. Attention, ce n'est pas retiré parce qu'il faut toujours être fier de son parcours. Ce n'est pas retiré, mais trouver un petit élément à développer sur chaque expérience qui peut être un atout par rapport au métier que vous visez. Ce qui va vous rassurer, moi j'interroge beaucoup de recruteurs à l'heure actuelle et ils se disent intéressés par les personnes en reconversion. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est l'apogée des soft skills, donc les soft skills qui sont les compétences douces par rapport aux hard skills qui sont les compétences techniques. C'est l'apogée des soft skills, on recherche des compétences humaines. Et quelqu'un qui fait une reconversion, c'est quelqu'un qui apporte, c'est ce que tu disais, hein, qui apporte beaucoup de choses d'un point de vue humain et qui va avoir des soft skills comme l'agilité, la capacité de se remettre en question. Et ça, si quelqu'un qui a fait une reconversion, il est capable de se remettre en question, mais ça va servir ensuite dans l'entreprise. Le courage, parce que quand on revient sur les bancs de l'école ou qu'on repart un peu à zéro, il faut beaucoup de courage. Tout ce qui est hauteur de vue aussi, parce que vous allez arriver à un métier mais avec votre vécu d'avant. Et vous avez cette hauteur de vue qui intéresse beaucoup les entreprises. La capacité d'adaptation, enfin bon, il y a beaucoup de choses. Et le plus important, pour le recruteur, la motivation. Quelqu'un qui laisse tout tomber, qui prend des risques, qui se forme pour aller vers un nouveau métier, qui accepte un salaire qui n'est pas celui qu'il avait avant, c'est quelqu'un qui est motivé. Et tout recruteur, enfin tous les recruteurs, quand vous leur demandez quel est le premier critère de sélection, c'est ce qu'ils vous disent. Ils veulent quelqu'un de motivé. C'est quelqu'un qui va mettre les bouchées doubles, qui a fait déjà tellement de sacrifices que ce qu'il va vivre en entreprise ne sera rien par rapport à ce qu'il a déjà vécu. Et pensez à ça, la motivation est un super atout. Donc de plus en plus, on voit des articles, hein, notamment sur LinkedIn, avec ça. Hein, les recruteurs qui disent on est intéressé par les gens qui ont fait des reconversions. Ah mais complètement. Ouais. Mais c'est aujourd'hui même, je dirais, un sujet d'actualité pour... alors je fais un petit focus sur les jeunes de moins de 30 ans aussi, hein, puisque le contrat d'apprentissage aujourd'hui, vous pouvez en réaliser un jusqu'à 30 ans, hein, jusqu'à 29 ans révolus. Et ça, c'est une vraie révolution parce que nous accompagnons de nombreuses personnes chez Talentis Horizon qui ont 26, 27, 28 ans, qui ont déjà un bout de parcours professionnel parce qu'ils ont obtenu un diplôme vers la vingtaine et qui ont décidé de se reconvertir. Et je peux vous assurer que ces candidats-là sont les meilleurs en fait. Sont les meilleurs parce que ils ont effectivement une motivation et cette envie, cette détermination que les autres candidats ont peut-être un petit peu moins parce qu'ils sont dans une continuité d'études ou dans une poursuite d'un cheminement. Donc voilà. On a des questions enfin en tout cas on a une question qui revient. Et on va y répondre, hein, rassurez-vous, sur la notion de comment on convainc en entretien par rapport à la reconversion, hein, comment je me positionne par rapport effectivement à d'autres candidats qui peuvent être plus expérimentés ou alors effectivement juniors. Voilà, donc on y vient, Christelle. Donc comment on valorise sa reconversion? On a parlé des outils, du CV adapté, du pitch, s'entraîner. Voilà, comment on fait face à un recruteur pour valoriser sa reconversion? Je mettrai tout dans le pitch, parce que le pitch fait partie des premiers instants de votre relation avec le recruteur quand il va vous demander de vous présenter. Et l'erreur que nous commettons tous, en tout cas nous les seniors, c'est de raconter notre histoire de façon chronologique. Comme je le disais tout à l'heure, à ce moment-là, on va perdre l'interlocuteur. On trouve ça intéressant pourtant de dire, ben voilà, j'ai fait tel métier, tel métier, tel métier. Et à un moment, je me suis dit, mon rêve, c'est ça. Et voilà, sauf qu'au moment où on arrive au rêve, on a déjà perdu celui qui est en face. Donc je dirais, démarrez par votre rêve. Démarrez par... qui vous êtes aujourd'hui, voilà, je suis plombier, je suis assistante de direction, etc. Et présentez cette reconversion comme un atout.
en disant je viens. Alors évitez le passé, hein, voilà. On refera, je pense, des interventions sur la notion de pitch qui est vraiment essentielle, mais évitez le passé. Mais je viens de tel monde, je viens de tel métier, ça peut être un atout. Je reprends l'exemple de recruter des commerciaux. Je suis recruteur ou je postule aujourd'hui devant vous pour être recruteur. Le fait de bien connaître le métier de commercial en B2B, en B2C, avec toutes les difficultés que ça comprend et tout, ça me permet, et hop, c'est-à-dire que vous allez chercher dans tout votre parcours tous les éléments qui sont des atouts. Vous mettez bien entendu en avant votre formation, les stages que vous avez faits dans votre formation si c'est le cas, et s'il n'y a pas de formation, c'est aller prendre. Et c'est là que l'introspection est importante, c'est dans votre CV, aller prendre tous les éléments. Et parfois, on n'imagine pas que des éléments vont être importants. Et si vous vous reconvertissez, enfin, si vous faites une reconversion, il y a la notion de machine à laver, mais quand vous ressortez tout blanc, etc., gardez toujours en tête que vous êtes un expert dans vos autres métiers et que vos autres métiers vont aussi vous servir. Alors, ça ne doit pas servir à faire peur aux recruteurs parce qu'il ne faut pas dire trop de choses, notamment des choses qui ne l'intéressent pas, mais amener des éléments. Moi, je le vois pour mon propre cas, le fait d'avoir travaillé dans le marketing m'a toujours servi ensuite. Parce que quand j'étais recruteur, je savais écrire, donc je savais faire des offres d'emploi un petit peu sympas. Quand j'ai été dans l'accompagnement, le fait d'avoir tellement rédigé en marketing, notamment des campagnes de communication, des pubs, voilà, des plaquettes publicitaires, je savais aider les chercheurs d'emploi et leur rédiger leur CV, leur pitch, etc. C'est-à-dire que vous tous, nous pouvons aller chercher dans notre passé des petits éléments qui sont des plus. Et si vous êtes senior, là, pour le coup, c'est un gros plus par rapport à un junior, parce que vous arrivez avec une richesse derrière vous. Il faut juste faire attention qu'elle ne fasse pas peur. Et j'ai envie de dire aussi, si le recruteur ne vous le propose pas, proposez de réaliser une mise en situation. Je donne un exemple, encore une fois. Nous avons recruté une équipe de conseillers en orientation professionnelle au sein de notre structure et j'avais de nombreux candidats qui n'étaient pas du tout du domaine des RH. Donc en entretien, je les avais prévenus, je leur avais dit voilà, il y aura une mise en situation et je leur ai demandé de m'analyser un CV. Je savais très bien que je n'allais pas avoir une analyse pointue, aussi précise qu'une experte en recrutement. Ce n'est pas ça que je cherchais. Je cherchais le bon sens en fait, la capacité de la personne à raisonner. Et ça, en reconversion, ce sont effectivement, comme tu le disais Christelle, les soft skills que vous devez absolument mettre en avant parce que c'est votre capacité d'adaptation, d'agilité qui est la clé de la réussite demain dans votre nouvel emploi. Donc si, par exemple, vous avez décidé de vous reconvertir dans la communication, n'hésitez pas même à proposer de rédiger un contenu, par exemple, ou alors sur effectivement les ressources humaines de proposer une mise en situation. Proposer de démontrer, si vous avez fait en plus une formation qui vous amène à un nouveau métier, que vous avez les connaissances pour pouvoir exercer le métier et qu'en plus de ça, vous avez toutes les qualités requises. Donc voilà, gardez ça en tête, à mon sens, ça peut être effectivement des points essentiels que vous pouvez mettre en avant auprès d'un recruteur pour le rassurer. Karine, par rapport à la démonstration, là aussi on peut utiliser LinkedIn. Très bien. Vous pouvez par exemple, si vous aimez un petit peu écrire, choisir une ligne éditoriale sur votre nouveau métier et montrer que vous êtes passionné par ce métier, vous vous intéressez à ce métier, vous partagez des articles, vous écrivez des posts, vous commentez. Vous pouvez avoir une forme d'influence aussi sur les réseaux sociaux sur ce métier-là. Rappelez-vous, on vous l'a dit avant, un recruteur à compétences égales, personne égale, compétences égales, donc un junior, un senior, etc., au même métier, choisira, a de grandes chances de choisir celui qui sera le plus présent sur les réseaux sociaux, parce que cette personne est susceptible de devenir un ambassadeur. La motivation, elle peut se montrer en entretien, mais elle peut se montrer en amont au travers d'un profil LinkedIn et d'une vie autour d'un nouveau secteur qui nous passionne. Tout à fait. Marion nous demande, est-ce qu'on peut évoquer le fait d'avoir à rebondir sur un licenciement économique. Voilà, comment en fait on fait pour exprimer ce rebond suite à un licenciement économique? Moi, j'éviterais le suite à un licenciement économique. En tout cas, encore une fois, je reviens au pitch. Pourquoi j'insiste sur le pitch? C'est que comme ce sont les premiers instants de la relation, quand on va vous demander « pouvez-vous vous présenter rapidement ?», tout va se jouer là.
Soit vous allez convaincre la personne et elle se dit « Waouh, c'est la bonne personne » et après on échange. Soit pendant ces 3 minutes de présentation, vous ne réussissez pas à convaincre le recruteur et il se dit « Ce n'est pas la bonne personne ». Donc dans votre pitch, dans cette notion de bande-annonce, évitez suite à un licenciement économique. Parce que ce n'est pas une offre de service. C'est-à-dire que quand vous vous présentez le nouveau métier qui est celui que vous avez choisi en fonction de votre passion. Ce n'est pas le licenciement économique qui vous a fait choisir ce métier, c'est votre cœur qui vous a fait choisir ce métier. Le licenciement économique est le déclencheur, mais le licenciement économique n'est pas une offre de service. Et puis en plus, ça fait partie des mots négatifs qui vont s'imprégner dans la tête du recruteur. Bien qu'on sache que ce n'est pas de votre faute, si vous avez été licencié économique, on se dit personne blessée. Est-ce qu'elle a fait le deuil de son entreprise, etc. Est-ce qu'elle n'a pas choisi ce métier par obligation et tout. Donc, on l'oublie. De toute façon, pendant l'entretien, ça sera peut-être évoqué. Et ce sera peut-être le recruteur qui vous dira « Mais pourquoi avez-vous quitté votre dernière entreprise ?» Bon, ben, là, blablabla. Mais en tout cas, dans les premiers instants, donnez envie. Voilà. Je suis motivée, voilà pourquoi je fais ce métier, voilà ce que je peux apporter. Je suis débutant, mais j'amène tout ça aussi. Enfin voilà, donner envie et les situations, parce que parfois ça peut être un burn-out, ça peut être, on a été victime de harcèlement. Enfin, il y a beaucoup d'événements de la vie, hein, d'événements blessants qui font qu'on se reconvertit. Ces événements-là, en tout cas au début, je ne pense pas qu'il faille les aborder. Oui, je suis d'accord avec toi. Effectivement, cette fragilité, si j'ose l'appeler ainsi, peut effectivement déstabiliser et faire peur aux recruteurs. Donc, il faut avoir digéré un maximum tout cela avant d'être face à un recruteur, parce que clairement, ça ne sera pas positif pour vous. Alors, on a d'autres questions. Alors, c'est une question, alors je suis désolée, on fait un petit peu marche en arrière par rapport c'est pas grave, allez, on répond. À ce qu'on s'est dit. Mais voilà, Maxime nous disait comment informer notre employeur lorsqu'on souhaite changer d'emploi. C'est souvent mal perçu. Alors, moi, la première réponse, si tu veux bien, Christelle, voilà, pour que je commence sur cette question, c'est que déjà, vous avez des entretiens annuels, normalement, avec votre manager ou avec votre service RH, et vous pouvez déjà évoquer à ce moment-là vos souhaits de formation, vos souhaits d'évolution pour commencer effectivement à glisser quelque part votre volonté de vous réorienter ou vous positionner sur d'autres fonctions. Ça, c'est effectivement la première chose. Et après, à quel moment effectivement évoquer un changement d'emploi? Christelle, quel conseil tu veux donner à Maxime? Alors, tout dépend de où se fait le changement d'emploi. Donc, si c'est dans l'entreprise, présentez-le. Ce n'est jamais mal vécu parce qu'il faut le présenter en disant « j'ai envie de rester ». Voilà, j'ai envie de rester, j'adore cette entreprise, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de contribuer à ce qu'elle se développe et tout. Partez de votre passion, enfin de votre amour pour l'entreprise. Et après, vous dites, mais ma contribution à l'évolution de l'entreprise, j'aimerais bien l'avoir différemment, j'aimerais bien évoluer de telle et telle manière. Plutôt qu'arriver, parce que moi je l'ai souvent vu, hein, ça, arriver en disant j'en ai marre de mon poste, j'en ai marre de mon chef, j'en ai marre de mes collègues, là vous arrivez en négatif. Non, au contraire, j'arrive parce que j'adore ma boîte, voilà ce qui se passe, et puis voilà ce que j'aimerais faire. Et soyez, je dirais, force de proposition. Arrivez avec une idée, voilà, moi j'ai un projet. Oui. J'ai un projet pour l'entreprise. Oui. J'aimerais me positionner comme ça. Alors parfois, on voit des gens qui arrivent et qui disent écoutez, moi j'ai une appétence pour les réseaux sociaux. J'aimerais me positionner en community manager pour ma boîte. Ce n'est pas mon métier actuel, mais je pense que je peux beaucoup apporter. Et puis vous amener des billes et tout. Puis encore une fois, oui ou non. Et puis non, and so what? C'est pas si grave. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour accepter qu'on nous dise non aussi. Hein. Ça en reconversion, sachez-le. Je dirais qu'une des premières qualités de la reconversion, c'est l'humilité. Parce que vous avez vu, on a parlé du positionnement. Quand on est senior, on devient junior, du salaire, voilà, du regard des autres. Faire preuve de beaucoup d'humilité. Donc ça, c'est pour répondre au poste dans l'entreprise. Et ensuite, si vous avez trouvé un autre poste ailleurs, là on est dans une autre démarche, mais je dirais, attention, soyez toujours très prudent. Hein.
ne quittez jamais un job si tout n'est pas assuré derrière, selon moi. Enfin, après, ça dépend de votre situation personnelle, hein, bien sûr, parce que quand on est jeune et puis qu'on n'a pas d'attache, on peut peut-être le faire. Mais calculez le risque quand même de quitter un job pour aller ailleurs. Soyez bien sûr, parce que moi j'ai vu des gens partir d'un emploi parce qu'ils pensaient rentrer en formation et puis finalement n'avaient pas les financements pour la formation et ne suivaient pas la formation et se retrouvaient sans job. J'ai vu des gens quitter un job pour créer une entreprise à un moment où tout s'écroulait. Voilà, donc attention à ça. Mais une évolution en interne, ce n'est jamais négatif. Ah, tout à fait. Surtout que, comme tu le dis, un manager appréciera toujours lorsqu'un collaborateur se positionne. Pareil, encore une fois, j'ai un exemple qui date d'hier au sein de l'équipe. Nous créons des nouveaux postes et nous avons effectivement ouvert ces postes en interne. Et voilà, il y a des personnes qui se positionnent et qui arrivent avec le projet en disant voilà, je veux faire ça. Et bien là, le manager en principe, ne peut que vous dire oui, parce que voilà, il a quelqu'un en face de lui qui est convaincant. On en parlait aussi quand on préparait l'émission avec Christelle, hein, lorsqu'on est dans une phase de reconversion, il faut être convaincu de son projet. Et du coup, on sera effectivement convaincant. Alors, ça répond un petit peu à la question de comment gagner en confiance quand on fait une reconversion alors qu'on redevient débutant. Est-ce que voilà, tu veux rajouter des choses, Christelle, par rapport à cette notion de confiance? Il faut être humble, c'est vrai, il faut garder sa place, mais voilà, comment garder Pour la confiance, appuyez-vous sur votre motivation. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui a fait que vous rentrez, que vous avez le courage de vous lancer dans cette... appuyez-vous sur votre courage. Vous avez le courage de vous lancer dans cette aventure. Appuyez-vous sur ça. C'est-à-dire que quand vous voyez d'autres personnes, même qui vous mettent en difficulté, qui sont bien confortablement installées dans leur poste et tout, dites-vous, oui, je prends des risques, mais j'ai ce courage-là. Et c'est ce courage qui doit vous donner confiance. Parce que ce courage, vous l'avez au début, et il doit vous donner confiance jusqu'à la fin, parce que vous allez le garder jusqu'à la fin. Et c'est ce courage que vous allez vendre après aux recruteurs et aux entreprises. Et c'est ce courage qui a beaucoup de valeur. Tout à fait. Et c'est ça qu'il faut valoriser. On a une question qui est intéressante sur le fait que voilà, on soit expérimenté, on a fait une reconversion. Comment on va faire pour gravir de nouveau les échelons? Alors, sachez, alors là je parle avec ma vieille expérience, que on les gravit plus vite que les autres. Donc ça aussi, ça doit vous conduire à vous dire, j'accepte de mettre un premier petit pas, de faire un premier petit pas dans une entreprise, mais après je peux m'appuyer très vite. Donc, j'ai l'humilité au départ d'accepter le salaire qui correspond au poste. J'ai l'humilité d'accepter le poste avec tout ce qu'il implique, même de soumission. Mais très vite, une fois que j'ai montré que je maîtrisais le poste, je m'appuie sur mon background et je peux être force de proposition. On le voit, hein. On voit très vite des personnes qui se mettent à manager, qui se mettent à communiquer, qui se mettent à proposer d'autres choses, parce que c'est l'expérience. Je dirais que c'est pas toujours facile d'être senior, mais on a quelque chose pour nous, c'est notre expérience. Et voilà, vous allez pouvoir à un moment capitaliser sur cette expérience. La grosse erreur, c'est de penser qu'on peut le faire tout de suite. Il faut être un petit peu patient. Et une fois que vous avez bien fait vos preuves, voilà, c'est acquis, vous avez fait vos preuves dans le métier de débutant, c'est là où vous pouvez commencer à montrer. Alors, ce n'est pas arriver en disant « moi je veux », c'est montrer ce que vous pouvez apporter. C'est la preuve par l'exemple. Très bien. On a une question intéressante qui va peut-être nous amener à la conclusion. Et si je rate ma reconversion ? Comment faire machine arrière? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, oui, Christelle, effectivement, d'accompagner des personnes dans une reconversion et qui reviennent en arrière? Qui ratent, soit parce que la formation ne leur correspondait pas, était trop difficile, soit parce qu'arrivés sur le marché, ils se sont dit « Ah, mais je ne peux pas vivre avec ce salaire » ou ce poste finalement ne me convient pas, hein, pour différentes raisons. On peut toujours faire machine arrière parce que c'est aussi quelque chose qu'on peut revendre. Dans un parcours, on n'a pas tous des parcours linéaires et on en aura de moins en moins, donc maintenant ça fait quand même un peu ça. On peut justifier de périodes, justement ce qu'on appelle ces fameux trous dans le CV, vous savez, les recruteurs qui cherchent les trous dans le CV pour vous coincer. Justement, si vous êtes actuellement en recherche d'emploi, le fait de vous être formé, d'avoir tenté de vous reconvertir a de la valeur. Vous pouvez très bien dire, j'ai tenté
comme j'ai pu tenter de créer une entreprise. Et puis je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas. Ce qui me correspond, c'est le poste pour lequel je postule aujourd'hui. Ou ce qui me correspond, c'est votre entreprise et votre secteur, pas ce vers quoi j'allais. Ramener à ce moment-là vers celui et expliquer en fait la reconversion et le revirement en l'amenant et en touchant le cœur de celui qui nous fait face. Donc au contraire, ça se vend très bien. Les échecs peuvent se vendre très bien pour peu qu'on les amène. Oui, et puis aussi, il y aura forcément de nombreuses expériences durant tout ce parcours que vous aurez fait. Vous aurez sûrement acquis des compétences, vous aurez sûrement acquis, vous aurez sûrement développé d'autres qualités. Donc, il y a forcément des éléments positifs que vous pourrez faire ressortir et qui pourront voilà, démontrer que vous aurez effectivement passé ce chemin avec malgré tout voilà, l'acquisition d'éléments complémentaires pour vous. Donc, bien sûr que un parcours aujourd'hui professionnel de toute façon n'est plus linéaire, hein, comme tu le disais Christelle, hein, comme c'était il y a 10, 20 ans. Et ça le sera de plus en plus hein, avec tous ces métiers qui disparaissent, d'autres qui se créent. Donc je crois qu'en dehors effectivement de la thématique actuelle, la crise sanitaire nous pousse à nous poser des questions, à revoir nos projets professionnels. Quoi qu'il en soit, comme je le disais tout à l'heure en introduction, il est clair que nous devons tous savoir être agiles et nous repositionner au sein d'une entreprise pour assurer notre propre employabilité et pouvoir voilà, avoir une carrière qui nous donne un épanouissement. Alors, et il vaut mieux, je dirais, tenter de faire que de ne rien faire. Oui. Parce que tenter de faire, ça veut dire aussi beaucoup de choses et on peut invalider un projet. Mais au moins, on a tenté, on est allé au bout de la démarche et pendant cette démarche, on a appris plein de choses que l'on pourra répercuter dans notre nouveau positionnement. Très bien. Alors, pour résumer, Christelle, j'ai décidé de faire une reconversion. On se redit un petit peu les étapes clés. Pour résumer, je me pose les questions sur moi. Attention, pourquoi je veux faire une reconversion et qu'est-ce que je suis prêt ou pas à accepter. Première chose, donc grosse introspection. Après, le marché, parce qu'il y a ce que je rêverais de faire et puis ce qui est possible et ce qui est légitime. Voilà. Donc, grosse interrogation sur soi, sur le marché. Et pour pouvoir bien interroger le marché, se baser sur les hommes. Les êtres humains sont ceux qui sont le plus à même de nous parler de leur métier. Donc, grosse introspection sur le marché aussi, étude du marché. Et le troisième point, c'est la manière dont je le valorise. Ça a beaucoup de valeur, il faut que vous en soyez conscients. Beaucoup insister sur la motivation, sur les soft skills, etc. Et faire attention à laisser quand même un peu son passé derrière soi et ne prendre que les petits bouts de son passé qui peuvent être des atouts. Et puis, si on se plante, eh bien, on se plante, c'est pas grave, on sera allé jusqu'au bout. On aura surtout, moi je le dis toujours, allez-y foncer et comme ça, vous n'aurez aucun regret. Et tu parlais de posture, hein, encore une fois. Posture humble, beaucoup d'humilité. Voilà, beaucoup d'humilité. Voilà, acceptation du projet, acceptation des conséquences, qu'elles soient financières, matérielles ou autres, dans ce projet de reconversion. Une humilité, bien sûr, parce que c'est ça qui va vous faire effectivement gagner aussi la confiance des autres. Très bien, eh bien écoute Christelle, je crois que nous arrivons voilà, à la fin de ce dernier live de 2020. Je te remercie du fond du cœur de m'avoir accompagnée tout au long de cette année au sein donc de ces Mardi Live. Merci bien sûr à l'équipe technique, à l'équipe de communication. Merci à tous et je vous dis passez de très bonnes fêtes et à très bientôt sur Icademy. À bientôt tout le monde et dites-vous vraiment que vous avez du courage et ce que vous faites a de la valeur. À bientôt. À bientôt. Bienvenue sur le plateau des Mardi Live. Nous sommes en direct.